Donc, avant de commencer de parler de ShareRobot, Ned, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter Need Robotics? Eh ben, bonjour à tous, merci d'être là, d'avoir pris un peu de temps. Merci à Robotic Valley d'avoir fait la promotion de la plateforme. Eh ben, vite fait, en parlant un peu de moi, je suis implanté à Sens et à Trenel et je développe des sociétés d'intégration dans la robotique et dans la machine spéciale. J'aime à dire qu'on est des architectes qui transforment les rêves en réalité en combinant astucieusement les câbles, l'engrenage et un petit soupçon de magie. Et est-ce que tu peux, comme tu es intégrateur, nous présenter la genèse de ShareRobot et d'où est venue cette idée de lancer cette plateforme? Eh ben, la genèse de ce projet est née de l'idée de démocratiser et de donner un accès concret à la robotique après une longue autocritique. Euh, L'idée, c'était de voir, faire un constat soi-même. Tout commence par la reconnaissance de ce besoin de robotiser non satisfait, dont de nombreux projets sont abandonnés à la fin de nos études. Après une étude de faisabilité, des objectifs et des résultats attendus étant établis, on a constitué une équipe de projet, identifié des partenaires, des parties prenantes, dont Laura nous conseillera un peu plus tard dans le webinaire. Et voilà, nous allons maintenant vous expliquer, durant ce petit moment de partage, qu'est-ce qu'est ShareBot. Et pour toi, toujours en tant qu'intégrateur, donc potentiel utilisateur de la plateforme, quels sont les principaux challenges de l'intégration? En prenant une dimension, en prenant une photo un peu reculée de la situation, ce qu'on voit apparaître, c'est une diminution de la population et des compétences en déclin, avec, l'évolution rapide des technologies. Les compétences traditionnelles liées à l'industrie peuvent devenir obsolètes et des jeunes générations moins enclines à poursuivre leur carrière industrielle en raison d'une perspective négative ou obsolète associée à ces métiers. La conséquence pour l'industrie, c'est une pénurie, de compétences qui pourra entraver l'innovation et la croissance dans le secteur de l'industrie. Les entreprises vont avoir du mal à trouver des travailleurs qualifiés, ce qui peut entraîner des retards de production et des coûts supplémentaires. Et la concurrence mondiale exige, des compétences de pointe et la stagnation de compétences peut compromettre la compétitivité de l'industrie nationale sur la scène internationale. Pivoter avec la robotique est une adaptation stratégique en réponse aux opportunités émergentes des changements du marché. Pour vous, c'est quoi les principaux freins à l'adaptation de la robotique? Donc, le coût, la main-d'œuvre, la robotique, la connaissance technique des collaborateurs. Si on prend déjà le premier, à mon avis, ouais, quand on voit le nombre de questions, c'est bien le coût. Donc, c'est les investissements, en fait. Comment les investissements et le coût d'une installation robotisée. Et Ned, je te laisse répondre à cette. Eh ben, c'est souvent, le sujet qui arrive à la fin des études, hein. Voilà, c'est souvent, l'éclairage qui arrive, qui est souvent lié à alors c'est une prise de risque, hein, c'est un coût élevé des robots industriels, il faut être réaliste, c'est un investissement qui est majeur. Il faut essayer de trouver un challenge pour les rentabiliser et souvent aujourd'hui, ce qui revient sur le devant de la scène, c'est un ROI en moins de 3 ans et c'est souvent incompatible avec la réalité des coûts d'un robot. Il y a aussi, ce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a une méconnaissance de la valeur opérationnelle d'un robot, parmi tant d'études et c'est le sujet qui arrive, les gens, ne se rendent pas spécialement compte de la valeur, donc il faut passer d'une logique cost driven à une value driven et on aime à dire aussi que l'investissement, c'est plutôt un investissement à long terme, on parie sur l'avenir en anticipant que la robotique continuera à évoluer, à être partie prenante, en assurant une position compétitive dans un paysage industriel en constante mutation. Donc voilà ce qui en ressort souvent, sur ce qui est l'investissement, le coût. Et Après on peut pardon, sur les collaborateurs aussi, sur tout ce qui est. Il y a tout un point sur la collaboration, sur la ressource. La ressource, eh ben, j'aime à dire aussi que si on prend un exemple d'une entreprise qui connaît une période de pointe, donc c'est souvent une sous-utilisation des ressources et des besoins temporaires. Ce que peut faire, j'aime à dire, qu'est-ce que peut faire la robotique, sur ce domaine-là? Elle intervient pour mettre en place des robots capables de gérer efficacement des pics d'activité,
en évitant ainsi la sous-utilisation des ressources humaines pendant les périodes creuses. Les robots peuvent être programmés pour s'adapter aux besoins temporaires, permettant à l'entreprise d'optimiser ses coûts de main-d'œuvre tout en maintenant une productivité constante. On a un autre sujet aussi, l'accès à la technologie, le manque de compétences techniques. C'est des sujets qui reviennent. Bon, l'idée, c'est quand même de parler sur des cas concrets. Considérant qu'une entreprise qui souhaite automatiser une partie de sa production, mais se heurte au manque de compétences techniques internes et un seuil d'accès élevé aux technologies de la robotique. Que peut faire la robotique pour cette entreprise? Elle fournit non seulement des solutions automatisées adaptées, mais également en offrant une offre de formation spécialisée aux employés de l'entreprise. Cela permet à l'entreprise de surmonter le manque initial de compétences techniques et accéder à la technologie sans avoir à supporter des coûts et des complexités liées à l'acquisition de la maintenance et la compétence spécialisée en interne. Ok, Est-ce c'est un constat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main pour les poser, si vous voulez des compléments. Je Donc peux voilà un petit aussi peu les J'aime, différents. peut-être la Pardon. flexibilité opérationnelle. Je pense que aussi parler du cas de la flexibilité opérationnelle, on revient encore à imaginer une usine de production alimentaire qui a besoin d'adapter en différents demandes de produits, des barres, de céréales ou des emballages personnalisés. Que peut faire la robotique pour cette usine de production? Elle intervient pour concevoir une solution flexible avec des robots capables de changer de préhenseur et de configuration en fonction des des exigences de chaque ligne de production. Ainsi, la même ligne de production de divers produits offrant une flexibilité opérationnelle essentielle pour répondre aux besoins variables du marché. Donc là, la robotique peut répondre à une flexibilité opérationnelle. Le constat, on est passé donc du coup à un constat où pour autant, toutes nos industries françaises sont confrontées au même challenge, une pénurie de main-d'œuvre. On répète juste ce qui est connu par tous, la lutte contre les TMS, assurer des quarts de nuit, disposer de solutions à moindre coût pour expérimenter de nouvelles organisations, parce que c'est bien ça. Souvent, on se heurte à pas pouvoir investir parce que on tester des nouvelles organisations parce que l'investissement est lourd. Et puis l'idée, c'est quand même de gain de productivité via l'automatisation des tâches. Et on reste, et je finirai que la robotique, elle est quand même l'un des atouts pour réindustrialiser la France pour ce qui nous concerne, pour rester un peu chauvin. Voilà, c'est un des outils qui permettra d'accélérer notre réindustrialisation. Est-ce que vous avez d'autres cas? Est-ce que vous avez des constats différents par rapport à ce qu'on vient de voir tout de suite? Moi, j'en ai un et à chaque fois qu'on parle de robotique ou cobotique, la durée du temps de travail qui s'est allongée et du coup, des TMS de plus en plus qui vont venir de plus en plus. Et on pense que la robotique est une bonne source d'amélioration de, pour gagner du temps de travail et ménager les collaborateurs. Donc, Ned, maintenant que tu nous as présenté un petit peu le constat, c'est quoi l'objectif de ShareRobot? Alors j'aime à dire que c'est une proposition de valeur unique, c'est le Airbnb de la robotique. Voilà, histoire de bien parler des inspirations de ce projet. ShareRobot, c'est la première et la seule plateforme de location de ressources robotiques à la demande. L'engagement envers la robotique à la demande signifie que vous pouvez accéder instantanément à une flotte diversifiée de robots 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre à tous vos besoins de travail. Nos missions sont doubles, mettre en relation des industriels pour la location de solutions robotisées à travers une plateforme permettant la résolution de problèmes structurels et accompagner les entreprises par des solutions dédiées sur des besoins plus spécifiques, audit, programmation, livraison, assurance, qui est notre deuxième engagement d'aller plus vite et mettre rapidement des ressources robotiques en mise en service. La valeur ajoutée, c'est être accélérateur dans l'adoption de l'innovation, d'être une plateforme de partage entre industriels engagés et curieux, renforçant une communauté de 100 française vers une industrie 5.0, renforcer le made in France et attirer plus de jeunes talents. Chez les jeunes recrues, les robots dans la fabrication sont souvent un critère en faveur d'un employeur potentiel.
Et le fonctionnement donc de la plateforme alors? On va en rentrer un peu plus dans le détail, mais Alors, on a 2 cibles distinctes sur la plateforme. On a les innovateurs, ce sont des offreurs, des propriétaires de ressources robotiques, et les visionnaires, ce sont les locataires curieux souhaitant s'engager dans le mouvement. Laura, je te Tout laisserai, à fait. Oui, et du continuer. coup, pour compléter effectivement, sur cette partie sur vraiment l'utilisation concrète de la plateforme, vous devez le savoir, dès qu'on parle de projets innovants, on a un petit peu cette courbe d'adoption, où on va avoir besoin dans un premier temps, ben, d'aller capter les innovateurs. Donc ça va être nos offreurs qui ont déjà des robots et en parallèle, de pouvoir intéresser ceux qu'on appelle souvent les early adopters, c'est-à-dire, ben, ces locataires, ces curieux ces personnes, ces industriels curieux qui vont se dire: «Oui, j'ai envie, mais je suis pas prêt à passer le pas pour différentes raisons» et donc nous, l'idée, c'est vraiment, ben, d'accélérer ce passage à la technologie et à la recherche de performance. Donc vous l'avez compris, si on fait aujourd'hui, entre autres, ce webinaire, l'idée, c'est de se dire: nous, notre premier challenge, notre ambition, c'est vraiment de très rapidement disposer d'une base suffisante de loueurs, de propriétaires. Il n'y a qu'en ayant une offre qu'on pourra y trouver la demande. Et pour ça, en termes d'offres, on a décidé de se caler sur des cas d'usage, assez classiques dans le secteur. Je vais en citer que quelques-uns, mais on a beaucoup parlé des robots de conditionnement, donc les robots industriels ou collaboratifs pour les fins de ligne. On a parlé des robots de chargement, tout ce qui est palettiseur, ou qu'on peut retrouver dans des usinages de pièces, des injections plastiques et également tout ce qui est robots de soudure. Et pourquoi pas, pour la partie offreur également, pourraient être intéressés des fabricants qui disposent, eux, de solutions clés en main, ou de robots sous-utilisés, de robots d'exposition, si je peux les appeler en tant que tels, pour qu'ils puissent les mettre à disposition sur la plateforme. Et il n'y a qu'en ayant cette base suffisante d'offreurs que derrière, on va pouvoir se permettre, ben, d'embarquer, nos confrères industriels dans ce mouvement et pouvoir, progressivement démocratiser l'usage de la robotique qui est vraiment notre objectif premier. Donc maintenant, si on rentre, s'il te plaît Margot, dans le mode de fonctionnement, concrètement sur la plateforme, c'est assez simple. Donc côté propriétaire, côté offreur, c'est un petit peu comme un désolée, on n'est pas c'est pas grave si on cite des noms, mais c'est un petit peu comme des Airbnb ou Le Bon Coin, des plateformes de mise à disposition de services ou de produits. On va compléter un profil admin. Ce qu'on a décidé pour ShareRobot, c'est que la vérification de l'identité se passerait toujours par le SIRET, ce qui nous permet vraiment d'assurer déjà une première couche de sécurisation. Une fois le profil validé, vous serez à même, ben, d'ajouter, en tant que propriétaire de robots ou de cobots, robots, mobo, peu importe, mais d'ajouter vos ressources robotiques. Donc vous allez avoir accès à votre robothèque où vous aurez les différents robots que vous mettez à disposition et vous pourrez également compléter, directement vos fiches produits, vos fiches robots avec des images, les cas d'utilisation, et un maximum d'informations techniques sur, le poids maximal, et tous ces sujets vraiment techniques. Vous allez pouvoir charger ces informations-là. Et ensuite, dès que côté masterbot, donc côté des admins, les masterbots sont les admins du site, mais dès que toutes ces informations sont validées par les masterbots, la robothèque va être poussée en ligne, et vos informations deviendront visibles de tous. Ce qui permet de faire une parallèle avec le quiz que vous avez dû avoir, à savoir de se poser la question si de vos expériences, soit en interne, soit avec vos clients ou prospects, vous avez déjà eu affaire à des ressources robotiques qui étaient dormantes ou inutilisées. Et je vois qu'on est après sur du 50-50 dans les réponses. Donc tant mieux pour ceux qui les utilisent temps plein. Mais c'est vrai que le constat, que Ned avait posé lors des premières études de marché, c'était finalement de se dire que bien souvent, on retrouvait dans des usines, des robots qui dormaient dans un coin parce que changement de ligne de production et cetera et c'était vraiment ça l'idée. Donc aujourd'hui, c'est d'identifier ces robots inutilisés et une fois qu'ils sont mis en ligne, on passe côté, locataire, donc côté, des personnes qui pourraient louer ces ressources robotiques. Et donc là, c'est aussi très simple, c'est encore plus simple. En fait, on va accéder à la robothèque, qui va être tout simplement un recensement de tous les robots mis à disposition sur la plateforme. On pourra également les filtrer en fonction des cas pratiques, que ce soit de l'assemblage, vissage, etc. On peut également le filtrer par rapport à l'industrie du potentiel locataire. Et une fois ça, il va avoir tous les robots disponibles. Sachez-le, à date, vous pouvez d'ores et déjà aller sur la plateforme sharebot.fr, mais on a une offre de 7 robots qui a été mise à disposition
aussi bien des robots de chargement que de palettisation. Je crois qu'il y a un robot mobile, et ensuite on a 2 entreprises qui sont en cours d'inscription sur la plateforme, et on pourra en revenir ensuite dans la partie questions-réponses, mais il y a des possibilités pour, facilement, si ça vous intéresse, mettre, à disposition des robots. Et donc ensuite, ce que vous voyez également sur, la petite image à gauche, c'est que le prix de location mensuel est flouté, parce qu'en effet, pour obtenir les informations tarifaires, il est nécessaire de s'inscrire à la plateforme, et côté locataire également, avec validation du SIRET. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que si les ressources robotiques ne sont pas disponibles à date dans la plateforme, il est toujours possible de contacter, l'équipe par le «ça m'intéresse» et derrière, les équipes de chez Robots seront en mesure d'obtenir différents devis ou pourquoi pas de réorienter vers les partenaires adéquats si on est sur des besoins trop techniques et spécifiques. Hem donc là encore, je crois qu'il y a eu un petit quiz, à savoir de réfléchir si côté du coup locataire, les potentiels demandeurs, si ce type de solution aurait pu modifier la décision de prospect, perdu, par rapport justement au challenge, évoqué un petit peu plus tôt par Ned. Et moi, j'ai une question. Du coup, comme on passe sur de la location, on passe en OPEX, donc plus en CAPEX. Et Ned, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la différence entre les deux et l'intérêt de passer de CAPEX à OPEX? Le premier intérêt, c'est d'avoir, la capacité de réagir très rapidement sur une demande de production. J'aime à dire que plutôt d'engager des dépenses, au capital importantes, l'entreprise a la possibilité de recouvrir des services d'intégration sous forme d'abonnement, d'OPEX. Ça permet d'être plus rapide, d'avoir des chaînes de décision plus courtes et en choisissant ce modèle, l'entreprise peut étaler les coûts sur la durée et évitant un investissement initial massif. De plus, elle bénéficie de la flexibilité, d'ajuster les services en fonction des besoins opérationnels changeants, transformant ainsi le coût fixe en coût variable. Une approche financière plus agile et adaptée à l'adoption de la technologie de la robotique. Et donc pour conclure sur cette partie des 2 parties prenantes, hein, le côté offre, le côté demande, dans le business model, notre objectif est d'encourager, vous l'avez bien compris, des offreurs à pouvoir, mettre à disposition des robots. Donc nous, notre challenge, c'est vraiment d'embarquer ces offreurs et pour cela, la décision est également que toute inscription à la plateforme et c'est également une manière de rendre visible à vos structures, je tiens à le dire, puisque vous aurez vos fiches entreprises, et cetera. Mais l'inscription et la mise à disposition de vos robots sur la robothèque est gratuite, et il n'y aura pas de commission prise sur, les locations. L'idée, c'est que, vous récupériez les gains en direct de vos locations, en tout cas sur la première année pour la partie, commission. Cyril, tu as une question? Oui, j'ai vu Oui, que ouais, j'ai une question. On est d'accord que les offreurs de robots ne sont pas forcément des entreprises qui travaillent en prestation sur de la prestation de robots, d'actions robotisées, mais qui peuvent être des industriels qui ont des robots pour leur propre process, mais ces robots n'étant pas complètement chargés, je dirais, ils peuvent les mettre à disposition de locataires de robots, on est bien d'accord? complètement, D'accord. complètement, Et oui, tout donc à fait ça. derrière, mais ça serait une question dans un second temps, c'est de savoir un petit peu de quelle manière vous comptez travailler avec l'écosystème partenarial dans l'identification des industries qui peuvent avoir ce type de disponibilité et d'expertise. Est-ce que c'est un référencement que vous faites seul dans le cadre d'une démarche commerciale de chez Robot, ou est-ce que vous comptez mobiliser les partenaires de l'écosystème, voilà. Mais vous y viendrez peut-être plus tard, mais c'était une de mes questions. Très bien. Alors effectivement, hein, pour confirmer, oui, cette offre s'adresse bien, d'ailleurs dans un premier temps, aux industriels, utilisateurs de robots qui auraient des ressources dormantes. On est bien aligné et en fait, vous faites une parfaite introduction à la suite, parce que vous l'avez compris, quand on a parlé un petit peu de tous les enjeux au début, on a beaucoup parlé des compétences et aujourd'hui, si on est présent aux côtés de Robotics Valley, et auprès de vous, acteurs de Robotics Valley, c'est notamment pour parler également de ses compétences parce que, ben, pour pouvoir mener à bien, ce projet de démocratisation de la robotique industrielle, on va avoir besoin de partenaires spécialistes,
Donc l'idée, c'est justement de pouvoir assurer la chaîne de A à Z, au-delà du robot. Toute cette partie, audit et cetera, on va avoir besoin de partenaires, pour pouvoir accompagner au-delà de juste le transport de robots. Hem, donc Ned ou Olivier, vous voulez peut-être compléter sur la partie vraiment C'est technique? quand même une opération pour nos partenaires, une opération aussi financière puisque ça permet d'avoir un source aussi, des leads, les leads économiques, mais pour autant on a besoin de ces compétences qui sont nécessaires pour, sourcer le projet au départ. Dans la première étape, faire l'audit de compatibilité entre l'offre et la demande. Et puis après, on a la phase de réalisation qui est indéniable avec des mécaniciens, des électrotechniciens, des roboticiens, pour adapter, une fois que c'est, dans l'environnement, le transporter, faire le rollback, le cas du retour. Donc ça permet d'avoir un service clé en main à travers tous ces partenaires. Il y a aussi des offreurs et des demandeurs qui auront leur capacité à être autonomes, qui ont des compétences en interne, on les met en relation et la plateforme elle met en relation. Donc on a bien cette notion de service additionnel à la demande suivant le besoin, du demandeur. Donc voilà, on est plutôt dans du custom, à tous les domaines. Et il y a la partie, si je peux me permettre, il y a pas toute la partie audit aussi en amont pour aider à construire le projet d'installation et de voir si la solution qui est proposée sur la plateforme est adaptée aux besoins de l'utilisateur, du loueur. L'idée, c'est vraiment de rendre facile l'expérience et l'expérience, c'est ShareAbot qui va l'apporter, tant en termes d'assurance, en termes de transport, en termes de service. Vous commandez un service et dans la plateforme, elle est disponible. Elle l'est pas, il y a on fera appel au réseau de partenaires qui pourront activer, le cas échéant, une solution neuve si elle n'existe pas, si elle est trop complexe. Donc il y a toute une brique d'expertise qui est disponible à travers la plateforme. C'est ça qu'il faut voir. Il y a une brique d'experts qui sont là pour vous orienter avec une fin ou pas une fin, voilà, à la demande. Mmh. Et je rajouterais peut-être juste un dernier point, pour répondre à votre question Cyril aussi. Donc ça, c'est la partie partenaire. Ensuite, pour se faire connaître, reconnaître, donc là, aujourd'hui, on profite et on travaille, Olivier nous accompagne sur, cette partie des closers spécialisés pour on va pas appeler mise en commercialisation, mais si pour faire connaître, ShareRobot. Ensuite, nous, on a du démarchage qui est réalisé en interne, directement par ShareRobot pour se faire connaître auprès des offreurs, donc des industriels, avec une approche assez simple escargot. On va commencer par la Bourgogne-Franche-Comté. Je sais qu'il y a peut-être les collègues d'Aquitaine Robotics aujourd'hui. Il y a peut-être des élans aussi qui pourront être impulsés, dans les autres régions de France. On va y aller par étapes. On va surtout travailler bien sur le référencement du site parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution similaire qui existe. Donc, on a une route à suivre, un boulevard, à aller suivre. Et puis, il y a également, les partenaires, justement, tous ces experts, qui, eux, pourront être également prescripteurs. Et il y a peut-être d'autres manières également qui pourront, l'effet bouche à oreille pour faire connaître plus rapidement chez Robot. Je ne sais pas si on a bien répondu à votre question. Absolument. OK, nickel. Et on peut même continuer du coup sur les questions, parce qu'on a fait le tour et l'idée, c'est plus d'être dans de la discussion aujourd'hui, de pouvoir être confronté à vos visions des choses, pour derrière, se poser les bonnes questions de comment, continuer le développement de la plateforme. Et surtout, comprendre vos besoins et ce que la plateforme peut vous apporter dans l'intégration ou dans l'utilisation de solutions robotisées. Frédéric Rosello, donc je suis fondateur d'Ideatech. Donc nous, on est spécialisé dans la cobotique flexible à destination TPE-PME principalement. Bon, après, on travaille aussi avec des gros groupes. Nous, on a pris le problème à l'envers, on part du ROI. Donc donc aujourd'hui, c'est vrai que la robotique a un certain coût. La cobotique, d'après moi, c'est la demi-marche entre rien et la robotique. Donc elle est déjà un peu plus accessible. Donc pour les TPE-PME, ça commence à être intéressant pour démarrer. En fait, je veux juste parler un petit peu de mon expérience personnelle. Donc moi, j'ai démarré il y a 10 ans quand la cobotique a démarré. Donc c'était une feuille blanche, ça n'existait pas. Donc j'ai travaillé avec le C-Team, on a fait beaucoup d'expériences. Donc on a fait ce que vous dites, c'est-à-dire, il y a un besoin d'un industriel, on est allé, on a monté un démonstrateur et on a démarré les projets. Alors
Bon, c'était pas totalement abouti, mais c'est quand même assez complexe. Ce qui va être complexe, ça va être vraiment l'adaptation client. C'est là où, d'après moi, il faut qu'il y ait des standards qui soient établis et que on arrive à facilement, on va dire, marier le besoin du client et le robot qu'on va mettre en face avec tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour que ça marche, quoi. Donc ça peut être pas trop évident, je pense. Ça peut être quelque chose qu'il va falloir. Et quand je dis ça, c'est que bon, nous, on travaille beaucoup dans le chargement, déchargement de machines. Aujourd'hui, on a des constructeurs qui verrouillent tout, quoi. Donc même si le client il se dit bah, OK, moi votre truc il me plaît bien, on y va, ben, c'est pas gagné que ça marche, sachant que bon, on travaille avec NED en partenariat là sur ces points-là, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc ouais, il y a quelques verrous. Donc ça, c'est la partie technique. Après, moi, ce que je ressens actuellement du marché, on a un manque de décision, un manque de visibilité et un gros manque de visibilité. Tous les industriels que j'ai vus aujourd'hui, ils voient pas l'avenir. Aujourd'hui, ils voient la guerre, ils voient pas l'avenir et ils ont du mal à dire putain, je veux aller plus loin, quoi. Donc aujourd'hui, ouais, je sais pas. C'est juste voilà mon ressenti. Je donne mes quelques idées. Donc nous, on est adepte d'une cobotique simple, efficace, travail de nuit, tout ça. Aujourd'hui, il y a vraiment des mentalités à faire évoluer. Nos industriels, ils n'ont pas compris que en France, il va falloir complètement automatiser, sinon ils vont plus exister. Et aller travailler de nuit, c'est le minimum maintenant. Il faut charger les machines, faut réduire les coûts pièces, donc voilà un petit peu mon ressenti, quoi. Voilà, j'ai fini. Excusez-moi de vous avoir Non, pris un non, peu de très, temps. non, très bien, Frédéric. Merci, hein. C'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et l'idée, c'est vraiment de répondre à les deux questions. Le verrou technologique, on en est complètement conscient, et c'est pour ça que je dis que ce projet, il va se baser sur des briques technologiques. On n'ira pas en pleine lucidité, la complexité des projets avec des préhenseurs discornus ou des technos qui n'existent pas. Donc l'idée, c'est quand même que chez Robot utilise des briques technologiques qui permettent d'accélérer la mise en place. Donc les cobots, les briques techno qui permettent aujourd'hui d'accélérer. Et puis en réponse à la décision, oui, je confirme et je pense que si on arrive à basculer en OPEX Mmh. une partie de la dépense, je pense que la décision s'accélérera plus puisque le niveau de décision sur les OPEX est beaucoup plus bas et au niveau de on monte moins dans les hautes instances des entreprises. Donc voilà, je pense qu'en réponse, la première sur le verrou techno, ce serait vraiment des briques technologiques et le deuxième, la partie décision, le CAPEX en OPEX, je pense que ça aussi, ça permettra d'accélérer la robotique. C'est deux réponses concrètes. Maintenant, je ne garantis pas que ça soit 100% la réponse, mais c'est une des réponses à ces deux problématiques. Ouais, je suis d'accord sur l'OPEX. Moi, j'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui réfléchissent à louer plutôt qu'acheter. Bah, parce qu'on parle d'un coût au mois, on parle mais il y a quand même, culturellement, c'est pas évident encore, on commence à avoir des industriels qui commencent à se renseigner sur la robotique, tout ça, mais ouais, culturellement, c'est pas évident, hein. Ah, il y a encore du travail, c'est sûr. C'est pour ça qu'on est tous là et qu'on essaye de Ouais, trouver ouais, des moyens de convaincre. Chez Robot, c'est une façon d'essayer la robotique aussi, hein. Chez Robot, ouais, ça ouais, permet pour les industriels qui se posent des questions et qui n'en sont pas sûrs, ben, pas prendre de risques. Eh ben, on y va à travers une location. Eh ben, je sais que c'est un coût qui va être plus important, mais au moins, si ça marche pas, ben, voilà, je m'engage pas sur 3 ans. Voilà, donc qui c'est qui porte voilà, voilà un petit peu l'approche de chez Robot. ouais. Vous montrer qu'on peut y aller, une façon d'y aller. C'est une parmi tant d'autres, voilà. Là-dessus, moi, je suis convaincu. On a fait des opérations avec la région Rhône-Alpes-Auvergne où on est passé sur du POC locatif. Donc, le client a loué son cobo 2 mois, il a loué sa cellule. On lui a vraiment fait son installation pour que ça marche. Au bout de 2 mois, il a tiré un trait, il a dit ouais, ça marche la nuit, ça, ok. On fait la réunion après, ben là, on régularise, quoi. Donc, Mmh. aujourd'hui, c'est une méthode, c'est C'est une une façon bonne d'acheter méthode. peut-être, c'est Ouais. peut-être une façon d'acheter sa solution, la bonne solution, la bonne Mmh solution. mh. Ouais.
Ouais, c'est clair. Par contre, j'avais une question quand même. Souvent, ce qui est cher, ça va être, enfin, ce qui est compliqué dans le prix, c'est que c'est le phénomène d'installation, quoi. Donc aujourd'hui, pour moi, une location sur un mois, ça me semble pas possible, quoi. Là, il doit y avoir un minimum d'engagement ou comment vous après se fait l'appréciation du prix sur le lissage de mensualité, tout ça? Ça tombe très bien, c'est un sujet qui est complètement sur la table. Les durées, il y a une durée mini de location parce que l'énergie qu'il faut aujourd'hui déployer Ouais. pour mettre un robot, je veux dire, à moins d'un mois, ce sera pas possible. C'est au-delà d'un mois. L'idée, c'est aussi l'objectif, c'est de couvrir pour l'offreur la valeur vénale de location qui est aujourd'hui qu'il ait une source de revenus qui l'intéresse à partager son équipement. Et puis après, il y a des formules de calcul, mais ce qui est sûr, il y a un revenu sur l'équipement. Et puis, il y a aussi le coût de l'installation. Alors ça, c'est la grande question. Soit les clients fournisseurs l'ont en interne et ils s'en débrouillent ensemble, c'est-à-dire que d'un côté, ils déballent, ils renvoient, ça peut marcher. La plupart du temps, ils ont besoin d'aide et c'est là que rentre le rôle d'intégrateur des différentes briques de fonctions qu'ils auront à solliciter. Voilà. Donc, il y a un coût de location qui est lié à la VNC, à la valeur vénale restante en termes d'IMO. Et puis après, une formule de calcul qu'on pourra discuter s'il y a des gens qui sont intéressés. Et puis après, il y a le coût du service en one shot qui est comme vous pourriez acquérir en Airbnb. Voilà. Voilà la réponse à la méthode. Mais c'est bien pris en compte. Une transaction en moins d'un mois, c'est pas rentable. Voilà, c'est pas rentable. Est-ce que vous avez intégré des modèles économiques hybrides, c'est-à-dire location du robot auprès d'un distributeur et intégration par un prestataire on va dire, de la solution locative? Notre modèle, c'est bien de mettre un demandeur et un offreur. Donc, première étape, c'est que on part sur la mise à disposition de ressources déjà présentes. C'est bien l'intérêt de la plateforme. Après, quand elles sont pas présentes, on va activer des réseaux qui sont plutôt du réseau du neuf, qui sont en attente d'être livrés avec un esprit de location. Donc voilà, on a intégré différents modèles. J'avoue que c'est l'écosystème qui va confirmer les meilleurs des scénarios qu'on aura. Mais le premier, c'est bien de mettre en relation des ressources qui sont déjà disponibles pour aller vite. Si on a à construire, tout de suite, on n'est pas dans les mêmes délais. Les gens qui vont arriver sur la plateforme, c'est d'avoir un besoin sous 1 ou 2 mois rapidement. Voilà. C'est aussi ça l'intérêt, c'est d'aller vite et de ne pas attendre 6-8 mois d'avoir sa cellule robotisée, quoi. Voilà. Très bien, on passe la parole à Fabien. Fabien, vous aviez une question? Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question. On a déjà pratiqué ce genre de location ou de POC avec des clients. Quand ça se passe bien, ils souhaitent l'acheter en général. Comment ça se passe là? Est-ce qu'on peut avoir un prix d'achat? Par exemple, moi, si j'ai envie de prendre un robot sur la plateforme et puis de l'utiliser dans un POC, puis qu'ensuite ça confirme ce que le client souhaitait, puis que je veux l'acheter, comment ça se passe? Est-ce que je découvre à ce moment-là le prix ou bien c'est une Non, négociation avec le loueur? l'audit de départ définira la stratégie à utiliser. Soit on utilise des ressources présentes de location, on va dire usagées, qui sont déjà en train de tourner, soit il y a un objectif de vérifier une solution, et là on n'est pas dans le même modèle, c'est-à-dire qu'on ira piocher dans une robothèque où les gens ont des matériels disponibles neufs avec une option d'achat. Donc voilà, c'est au début qu'on définira. Et si vous avez une ambition d'acheter à la fin, tout de suite, il y aura un prix de vente à la fin, au début d'afficher, c'est certain, c'est certain. Là, j'ai une deuxième question. J'ai juste une deuxième question rapide. Moi, je ne suis pas français, hein, je suis basé en Suisse. Votre plateforme, vous pensez l'ouvrir un peu aux pays limitrophes ou pas? Oui, bien sûr. Oui. On a une roadmap aujourd'hui qui permet de tester un bac à sable, un grand bac à sable en France, et puis bien sûr tous les pays limitrophes à la France, à minima, oui. Mais pour cela, faut monter la plateforme en anglais. Enfin, c'est juste dès qu'elle sera montée, les moyens de paiement, parce que les prochains sujets qui arrivent sur la plateforme, c'est les moyens de paiement. En ligne, on a plein de choses qui permettent de vous faciliter l'achat.
Voilà, et donc d'avoir les garanties escomptées. Donc là, monter en traduction en anglais, plus les moyens d'achat qui permettent d'être achetés à l'étranger aussi. Merci. Fabrice, je te passe la main. Oui, alors moi j'ai une petite question. Je travaille chez TEB, donc on est fabricant de matériel de vidéosurveillance et puis de sécurité de manière générale, on dira. On a des projets de robotisation. Moi j'ai une question, enfin juste pour reformuler un petit peu par rapport à votre offre, pour être sûr de bien avoir compris. Donc globalement, votre plateforme va mettre en relation des gens qui ont de la bande passante au niveau de leurs équipements de robotique, et puis des industriels qui auraient besoin éventuellement de bande passante sur la partie robotique sans investir et en location. Maintenant, la question que je pose va paraître peut-être un peu bête, mais globalement, l'opération donc, se déroulerait chez les personnes qui louent cette bande passante. Par contre, quid du secret industriel par rapport à certaines opérations? Parce que globalement, nous, on travaille sur des projets comme assez sensibles et avec soumis assez fortement à tout ce qui est secret industriel. Et en l'occurrence, comment ça se passe? C'est vous qui gérez? Alors, l'audit, alors, je reviens toujours sur la phase préliminaire d'audit, expression de besoin qui tombe sur la plateforme, on vérifie la compatibilité avec le marché, mais dans tous les cas, le premier sujet, c'est de déplacer le robot chez l'industriel. Enfin, et de le déplacer avec la brique. S'il y a une brique technologique qui est liée, qui est aujourd'hui à protéger, c'est la préhension qui est souvent le sujet au bout du robot, ou le système d'information qui est embarqué dans le robot. Ça, c'est dans la phase d'audit où on définit l'inventaire des choses à enlever, puis de faire le rollback, hein, parce que il y a l'idée de mettre à disposition le robot, mais il y a aussi de le retourner chez le loueur. Donc, on va aujourd'hui protéger ce qui est dans la phase d'audit, on va protéger le métier de l'industriel. Donc là, vous déplacez carrément le robot. C'était une question, hein. Ça peut paraître bête, mais... Oui. Alors, la famille des robots qui sont aujourd'hui dans la cible de chez Robots, c'est clairement des robots collaboratifs ou des robots déplaçables. On n'ira pas aujourd'hui dans la deuxième phase du robot, si le marché le demande, de bouger des robots d'une tonne 5, des gros porteurs. Ça sera un autre sujet, c'est un autre métier, j'avoue. Aujourd'hui, on essaie d'aller vite avec. On voit que la famille aujourd'hui, un robot collaboratif, des robots faciles à. Parce que il faut qu'on aille assez vite aussi. Donc l'aspect sécuritaire doit être un peu minimisé à travers un ADN de robot qui le permet. Alors, on pourrait le faire avec des équipements de sécurité annexes, des barrières immatérielles, des scanners, mais il se pose quand même la question, arrivé chez l'industriel, de mettre en conformité la machine, qu'elle soit conforme. Et donc là, le partenaire qui est le CETIM ou ces organismes qui font partie de la partie d'études audit, de compatibilité. Bon, vous voyez, on active plein de métiers. On lève plein de questions et c'est très intéressant. À la réponse à la vôtre, on protégera, si c'est identifié dans l'audit, le métier de l'industriel ou vice-versa pour qu'il y ait pas de... juridiquement, dans les contrats, c'est construit dans ce sens-là, quoi. Ouais, je vous posais la question parce que je ne savais pas si la machine venait à vous ou si du coup la production était déportée. C'était ça le fond de la question en fait. Après, sur des métiers similaires, pour être transparent, Fabrice, sur des métiers similaires, dans les mêmes, vous faites la même chose, du chargement de machine, ok, mis à part la nature de la pièce qu'on va manipuler, si elle est de forte valeur ajoutée, on pourrait imaginer que l'industriel qui est loueur peut faire la production chez lui sans bouger. Ça, ce scénario, il existe. Mais il faut avoir des métiers compatibles. Mais on est quand même parti que 9 fois sur 10, on bouge le robot. Hein. Voilà. D'accord, ok, pas de souci. Voilà. Merci, vous avez répondu à ma question. Avant de passer la parole à Célia, j'ai une remarque. Si par exemple on prend un robot de soudage qui est utilisé dans la région à une vingtaine de kilomètres et qui est en sous-activité, ça peut être intéressant de dire on mutualise ou on partage ce robot via la plateforme. Tu es d'accord avec moi? Oui, tout à fait, c'est certain. Les modèles restent. Nous, on a la grande colonne vertébrale. Les idées vont arriver. Je vais dire, c'est un peu comme chaque robot qu'on installe. Chaque besoin va être spécifique à la demande. C'est presque certain. Il faudra réadapter. Quelque chose, c'est certain. Un minimum, imprimer des doigts de préhension sur une pince 3 doigts. Voilà. Mais on aura de toute façon un travail à définir dans la phase d'étude d'adaptabilité de la cellule, même sur un robot de soudure, même sur peut-être la torche, on a technologie qui n'est pas embarquée,
qui est pas la bonne technologie qui est aujourd'hui embarquée, qu'il faudra réadapter pour le client final, pour le demandeur. Donc voilà, on a cette phase d'audit qui est super importante, de compatibilité et de réponse aux besoins, parce que c'est celle-ci qui va engager la suite du projet, c'est celle-ci qui va engager un planning, c'est celle-ci qui va engager des coûts, les coûts. Enfin voilà, donc l'audit est indéniable. Super, merci. Célia, vous aviez une question? Oui, bonjour. Vous m'entendez, c'est tout bon? Très bien. Ok, super. Du coup, bonjour, je travaille à France Éclat. Donc, nous, on a une sorte de rôle de centre technique pour les filières de l'horlogerie, bijouterie et art de la table. Donc, la plupart de ces secteurs sont en grosse phase d'industrialisation depuis la période post-Covid. Et donc, en fait, la plateforme là chez Robot pourrait être très intéressante pour nos ressortissants. Du coup, je voulais savoir si on pouvait partager, je sais pas, votre site internet, vos coordonnées, etc. à nos ressortissants, pour qui ça pourrait être intéressant justement, où on a des freins de coûts, d'intégration, de manque de compétences, etc. Qui pourraient justement avoir besoin de cette partie d'automatisation dans leur ligne de production. Moi, pour avoir travaillé sur 2 projets qui sont liés à ces métiers, chez Hermès et puis d'autres, je vois très bien aujourd'hui que c'est des métiers qui sont très, très manuels. Il y a une vraie demande de ces industriels. Donc, voilà, c'est exactement l'un des secteurs que chez Robot a aujourd'hui une raison d'être. Voilà, c'est métier très manuel. Il y a des briques technologiques qui existent, qui ont été développées. Qui sont compatibles avec ça, 50% du besoin, voilà. Et puis, ça permet de partager aussi. Chez Robot, c'est de partager un peu les technologies qui existent, une sorte de librairie de ce qui est faisable, j'aime à dire, de ce qui est faisable. Parce qu'on est sur pléthore d'annonces et nous, on est quand même dans du concret. Donc, notre mission et on n'aura pas aujourd'hui, c'est de déployer des solutions viables à court terme, à faible échéance. Donc, nous, on est au-delà du marketing, on est dans le faire, dans le geste de faire. Donc, j'aime à dire. Donc, voilà, oui. Ça, Oui, je, donc complètement que oui. Oui. avec plaisir, avec plaisir. Ça peut être super intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez peut-être m'envoyer vos coordonnées par mail à la suite de ces échanges. Mais voilà, nous, c'est vrai qu'on on a des canaux de diffusion à vraiment tous les ateliers français dans ces secteurs. Donc, c'est vrai que ça peut être super intéressant à ce niveau-là. Et on le voit bien, on a des phases. Donc, comme vous le disiez, on a vraiment une pénurie de main-d'œuvre qui est là dans ces secteurs. Donc, c'est vrai que si on peut automatiser tout ce qui est automatisé et recentrer vraiment la plus-value de la main-d'œuvre sur les phases manuelles, voilà, en tout cas, ces secteurs-là sont en recherche. Ouais, je le vois bien. Les fonctions aujourd'hui de polissage avec les robots, c'est vraiment, ça devient de plus en plus mature. Donc, on voit qu'il y a des briques techno qui sont présentes et qui répondent à une vraie problématique. Alors, pas à 100%, pour être franc. Aujourd'hui, il y a des métiers comme c'est du luxe, c'est très pointu. On peut aller chercher 80% de la tâche avec le robot. C'est ça qui est plutôt intéressant. On a une perte d'exemple parfait pour avoir vécu ça. 80% de la tâche est réalisée par le robot, 20% de l'expertise finale par l'opérateur. Voilà, là c'est une collaboration complète. Il n'y a même pas de perte de travail, il n'y a même pas assez. On démunit de la tâche pénible l'opérateur pour laisser la valeur de forte valeur ajoutée à l'expert. Donc ça, c'est un transfert de compétences, mais on garde le personnel. Ça, j'ai des exemples parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Non, ça, on a aussi cette phase-là qui est compliquée dans ces secteurs où justement on essaye de montrer, en fait, d'expliquer aux gens qu'on ne vient pas leur prendre leur travail, mais justement de leur attribuer des tâches, on va dire, un peu moins répétitives et où il y a vraiment plus sur ce qu'ils font. Donc non, mais en tout cas, voilà, la plateforme, on va partager tout ça à l'ensemble de nos secteurs. Merci Sonia, merci. Célia, si je peux compléter votre question, je sais que vous avez un Kobo qui est installé chez vous pour faire des démonstrations. Oui. Puisque Robotics Valley a participé à l'installation de ce Kobo. Ça peut être aussi de dire, nous, France Éclat, on a besoin d'une solution que vous pouvez louer directement
en disant voilà, pour nos roteurs sortissants, on a en ce moment une cellule de polissage qui est disponible chez nous pendant 3 mois, que France Éclat loue, ou France Éclat avec des partenaires puissent mettre à disposition, comme ce qu'on est en train de monter, une plateforme pour les industriels, mais de faire la même chose pour le côté horloger ou hors de la table, et dire on met à disposition des robots qui sont loués via la plateforme et qui peuvent montrer à vos ressortissants l'intérêt de robotiser. Ouais, non, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un démonstrateur, nous, de notre côté, donc, qui, pour le coup, est plus utilisé pour la phase développement de tests de qualité et tests de fatigue. Mais on a aussi, donc on avait un Stobli avant, un bras Stobli, qui faisait justement du polissage, où on a aussi toute cette partie-là sur la partie polissage robotisé, on a acquis pas mal de savoir et de compétences à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'on peut faire la transmission d'infos aussi pour ces parties-là. Mais voilà, on a de quoi en tout cas transmettre toutes ces infos. On a aussi on a l'UR, donc on a à dispo chez nous, qu'on peut mettre à dispo. Et non, mais il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là en tout cas. Merci Célia, merci. Merci. Margot, une question. Moi, je me demandais comment une entreprise elle peut créer sa robothèque. Oui. Alors, je vais peut-être pouvoir y répondre. Donc, ce qu'on expliquait, la release, en fait, avec la création du profil admin, donc du profil entreprise, et de pouvoir faire toute sa robothèque complètement indépendamment en solo, sera disponible à partir de fin mars, un petit peu avant Global Industries. En attendant, pour ceux que ça peut intéresser, effectivement, on a une fiche Excel toute simple qui est à remplir, où vous avez complété les infos sur votre fiche entreprise et les robots que vous auriez à disposition. Et derrière, en moins de 48 heures, nous, on peut pousser les robots en ligne pour les rendre visibles. Effectivement, merci Margot. Donc, vous aurez nos coordonnées. J'avais une autre question un petit peu plus en parallèle de la robotique. Il y a toute la partie préhenseur, toute la partie IoT qui est autour du robot. Il n'y a pas que le robot. Et comment on va mettre ça en place, Ned, sur la plateforme? Je vais rebondir sur justement ce que Frédéric nous a un peu aiguillé tout à l'heure. On va vraiment utiliser les briques techno du marché qui permettent aujourd'hui de plugger ces équipements et d'accélérer la programmation. Voilà, je reviens à dire, il faut qu'on aille vite dans les déploiements parce qu'ils en ont vite besoin. Voilà. Donc briques techno priorité, c'est 90% des cas. Des 90. Après, on se ferme pas de développer un préhenseur, mais c'est tout de suite un autre projet. C'est tout de suite aujourd'hui avec du Venturi, la prise mécanique. On va pas réinventer le monde. Aujourd'hui, on a pléthore de solutions sur le marché. Ned, je te propose le mot de la fin pour conclure ce webinaire. Alors, merci encore une fois d'avoir pris le temps. Vous avez compris, ShareRobot est une plateforme collaborative permettant de mettre en relation les acteurs de l'industrie où chacun y trouve ses réponses et son intérêt. Voilà, donc c'est comme ça. La plateforme est une vraie opportunité de collaboration entre les acteurs de l'industrie, facilitant la mise en relation. Elle vous permet de trouver les réponses à vos besoins spécifiques et tirer des profits de la collaboration. Share Your Bot est une invitation à partager vos solutions et vos technologies. Voilà. Et moi, je rajouterais que c'est une des voies pour pouvoir industrialiser plus facilement et plus rapidement.